Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Ça vous rassure de voir Lionel Jospin voler au secours du budget de François Bayrou ? Écoutez, en ce moment, c'est de bon ton de dire qu'il faut absolument un budget. Et la question... Alors est-ce si grave si on n'en a pas un ? C'est toute la question en réalité. Pourquoi est-ce que tout le monde dit qu'il faut un budget ? Parce qu'on a peur de perdre la crédibilité de la France sur les marchés. D'accord ? Ça veut dire payer plus cher pour les intérêts de notre dette. Donc le sujet, c'est vite adopter un budget pour pas payer plus cher tout de suite. Mais si c'est pour dégrader finalement nos finances publiques demain, c'est quand même un problème. Donc, si je vous suis, il vaudrait peut-être mieux rester à tout prendre aux suites du budget de 2024 ? Pas forcément, mais il faut quand même se poser la question. Quelle est la troisième voie ? Parce que la France. Eh bien, en fait, vous en donnez là au gouvernement parce que. Mais non, mais là, crucial. on ne peut que être écartelé entre deux feux finalement. Qu'est-ce qu'on voit dans ce budget ? On se voit qu'il y a surtout des hausses d'impôts, très peu d'économies, alors qu'on est le pays qui taxe le plus et qu'il faudrait surtout arriver à baisser les dépenses et baisser les impôts. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue à monter les dépenses en réalité et on continue à monter les impôts. Donc on continue à aller dans la mauvaise direction. Le problème, c'est que le budget, là, qui va peut-être être adopté finalement par le 49.3, c'est un budget qui est mauvais. Alors, vous allez me dire pourquoi il est mauvais et en quoi il est mauvais. La mesure la plus emblématique de ce budget, celle que vous retenez le plus ? Celle que tout le monde retient ces derniers jours, c'est la surtaxe impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises. C'est 8 milliards de plus. Et en fait, c'est le levier... Mais c'est temporaire. C'est temporaire. Attendez, moi, toutes les taxes exceptionnelles que j'ai vues n'ont jamais été supprimées. En 2012, Nicolas Sarkozy fait adopter la taxe sur les hauts revenus. Elle est toujours là. Elle est exceptionnelle. Elle devait être temporaire. Là, on dit 2 ans. Certains disent 2 ans, d'autres disent que c'est que 1 an. Le problème, et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Bernard Arnault, c'est que quand on a augmenté de 40%, est-ce qu'on baisse de 40% derrière ? C'est compliqué dans un pays qui ne veut pas vraiment baisser sa dépense. S'il y avait tous les indicateurs qui disaient oui, il y a des vrais efforts sur les dépenses, on pourrait dire il y a un partage. Comme certains disent, Amélie Montchalin, elle dit qu'il faut partager les efforts. Mais en fait, on ne partage pas les efforts. Il y a en gros plus de 20 milliards de hausse de fiscalité et 80% de la hausse, c'est les entreprises et les entrepreneurs qui la prennent. 80% de la hausse. De votre point de vue, les députés doivent censurer ce budget ? Alors non, je suis pas non plus. On n'est pas non à la Fondation IFRAP, on n'est pas pour la censure, parce qu'on dit qu'il faut aussi de la stabilité. Mais c'est pour ça que je dis qu'on est entre deux feux, parce qu'on se dit à la fois on est sur un mauvais budget et on peut pas souhaiter la censure pour la France. Non mais Agnès Verdier-Molinier, à partir de, sauf un énorme coup de théâtre, alors là à l'heure où on se parle, nous sommes lundi 3 février 12h23, mais normalement le 49.3 devrait être dégainé. Donc malgré tout, vous dites dans ce cas-là, il vaut mieux adopter ce budget et avoir une stabilité. Il vaut mieux la stabilité court terme, mais ça peut être la dégradation à long terme. C'est-à-dire, c'est ça le gros problème. À long terme, même pas à moyen terme. Le problème qu'on a, c'est que... Je vous pose la question, c'est au-delà de la boutade, c'est que finalement, vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'on essaye de viser, c'est une espèce de crédibilité et sur les marchés financiers. Apparemment, les marchés financiers ne sont pas si inquiets que ça de la situation française. Non, parce que finalement, il reste autour de 3,26% sur le taux à 10 ans. Alors, on a toujours un écart avec l'Allemagne. Le sujet, c'est regarder cet écart. Cet écart, il est entre 70 et 80 points de base, ce qu'on appelle le spread. La question, c'est demain... On ne comprend rien, mais on sait que c'est quand même pas bon, quoi. Simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand l'Allemagne, elle emprunte à 2,4 ou 2,5, nous, on emprunte à 3, quelque chose, 3,2, 3,3, ça dépend des jours, parfois c'est 3,4%. Et donc c'est un sujet important parce que si on s'écarte trop du taux allemand, à un moment, ça peut s'emballer sur le taux français. Alors, en réalité, cet écart, pour l'instant, il est assez stable.
Ça bouge pas, effectivement, pas tellement. Ça a un petit peu bougé à la mi-janvier, mais ça s'est recalé un peu à la baisse. La question, c'est quand est-ce que tout d'un coup, ça pourrait monter. On n'est pas capable de le dire. Hein. Mais il peut se passer aussi autre chose. C'est que, par exemple, dans 6 mois, les marchés peuvent se rendre compte qu'en réalité, tous les impôts supplémentaires, ils ne rentrent pas. Ou alors, ça peut être retoqué par le Conseil constitutionnel. On ne sait jamais. La fameuse taxe exceptionnelle, elle peut ne pas être considérée comme constitutionnelle, et puis là il manquera des recettes, et puis donc on va creuser le déficit plus que prévu, et à ce moment-là il peut y avoir une perte de confiance dans la France. Donc vous voyez, quand on dit en fait il faut choisir entre la peste et le choléra, quoi. C'est ça la difficulté actuellement. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites depuis le début aussi, c'est que vous dites on continue d'augmenter la dépense. Je vous pose la question différemment. Si on augmentait les impôts sans augmenter la dépense, finalement, si on a augmenté les impôts pour remplir des caisses qui sont vides, ça vous conviendrait ? En fait, il faut expliquer un peu les choses aux Français. Vous êtes là pour ça. Non, mais on a en 2024 un niveau de dépenses autour de 1650 et quelques milliards. Voilà. On a en 25 une prévision d'augmenter d'environ 40 milliards les dépenses. Donc on va être à presque 1700, milliards, 1695 milliards. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant qu'on dit il faut baisser, il y a plein de baisses, en réalité on continue à augmenter. Mais qu'est-ce qu'on augmente ? Alors, le problème, c'est qu'on augmente partout. Alors, pas vraiment l'État. L'État est plutôt dans un gel en valeur. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. En gros, 436 milliards qui se retrouvent à être 436 milliards l'année d'après. D'accord. 24, 25, quasiment, ça bouge pas. Ce qui monte, c'est les collectivités locales et la sécurité sociale. Là, on sait d'ailleurs qu'on risque d'avoir un déficit beaucoup plus élevé que prévu sur les comptes sociaux. Alors, pourquoi ça monte ? Parce qu'en fait, chaque fois qu'on construit les budgets, au lieu de les construire à zéro valeur, on continue à les augmenter. C'est pareil quand on dit on va économiser sur l'aide médicale d'État. 111 millions d'euros. Mais en réalité... Vous êtes contre ? Non, mais le sujet, c'est juste qu'on donne le même budget que l'année d'avant, qu'en 24. Donc, il n'y a pas vraiment... Ce que vous dites, c'est qu'il faudrait baisser, même sur ces... Ce que je dis, c'est qu'en réalité, déjà, si on était au zéro augmentation. Quand on dit dans un ménage, on va faire des économies. Voilà. Quand on dit qu'on va faire des économies, on ne continue pas à augmenter sa dépense. Au moins, on la gèle. Mais aujourd'hui, on ne la gèle pas. On fait 40 milliards de plus entre 24 et 25. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est ces 40 milliards de plus, par exemple pour les collectivités locales, d'où viennent-elles ? C'est-à-dire qu'on lance des augmentations, ou bien est-ce qu'on lance des nouvelles dépenses, ou bien est-ce que finalement c'est les frais qui augmentent ? En fait, on laisse dériver la dépense, on laisse dériver la masse salariale, on laisse dériver les dépenses d'investissement. On n'est pas vraiment dans le contrôle. Donc il faut un gel des salaires, par exemple, au niveau des fonctionnaires territoriaux, c'est ce que vous êtes en train de dire ? Mais c'est pas forcément ça la solution. La solution, c'est peut-être aussi faire converger les collectivités locales qui sont mal gérées vers celles qui sont bien gérées, et avoir des vraies incitations pour que ceux qui ont énormément augmenté les dépenses de fonctionnement, et il y en a beaucoup dans notre pays ces dernières années, regardent ce que font leurs consoeurs hautes collectivités locales qui, elles, ont réussi à finalement dépenser moins en fonctionnement. Et ça existe. Nous, on l'avait montré sur les régions que si on se calait sur celles qui étaient les moins disantes au niveau de dépenses de fonctionnement, il y avait déjà au moins 1 milliard d'euros d'économies à faire rien que sur les dépenses de fonctionnement. Donc c'est pas du tout c'est pas du tout quelque chose du domaine de l'impossible. Le problème qu'on a chez nous, c'est que contrairement à d'autres pays qui ont été confrontés à ça, quand on veut baisser la dépense, en réalité, on fait de fausses baisses. Voilà. Tandis que d'autres... Par exemple ? Mais je pense au Portugal, je pense aux Pays-Bas, je pense à la Suède, je pense à plein de pays d'Europe qui, à un moment... peut-être, qui est maintenant le nouveau tigre qui, à un européen. moment, ont été confrontés à des problèmes de finances publiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont gelé totalement leurs dépenses publiques, alors parfois pendant 1 an, 2 ans. Comment se passe le gel de la dépense publique dans ces cas-là ? Alors, ils ont fait des réformes structurelles, c'est ça le problème. Par exemple ? C'est-à-dire que, par exemple, ils ont externalisé, ils ont mis en concurrence. On pourrait dire, par exemple, sur l'assurance maladie. Exemple concret. Chacun d'entre nous a 2 assureurs, en fait. On a 2 assureurs. On a l'assurance maladie obligatoire, la caisse primaire d'assurance maladie, que tout le monde connaît. Et puis, on a une assurance complémentaire qui est aussi obligatoire. Donc, on a les 2. Dans plein de pays, ils ont mis en concurrence les assureurs au premier euro,
avec des assureurs privés, mais aussi parfois publics. Ils les ont mis en concurrence et ils ont dit voilà, vous avez tant de pourcentage de frais de fonctionnement autorisés et puis pas plus. Et donc, ce que vous voudriez, c'est mettre la sécurité sociale en concurrence avec tout le monde en concurrence au premier euro. Avec la sécurité sociale en concurrence, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y avait des choses mieux disantes dans le privé, il faudrait plutôt prendre le privé que la sécurité sociale. En fait, c'est une délégation de service public. C'est la même chose. François Fillon a commencé à chuter dans les sondages en 2017 à cause de ça. C'est pas du tout la même proposition. L'idée, c'est de dire, voilà, la MGEN, par exemple, c'est une mutuelle d'enseignants. Ils gèrent l'assurance maladie au premier euro. Y compris la part... Ils sont prêts à faire des économies parce que leurs détracteurs disent qu'ils sont même favorables à l'euthanasie. Non, mais le sujet, c'est qu'on peut très bien dire à votre assureur, aujourd'hui, vous gérez aussi la part obligatoire de la maladie, et ça fera énormément d'économies. Peut-être même 3-4 milliards d'euros par an à terme, puisque, je ne sais pas si vous savez, Vincent, mais on dépense de l'ordre de 14 milliards rien que pour gérer au niveau administratif les remboursements de maladies. Donc, on est plus cher que tous les autres pays. Regardez l'ensemble des dépenses de distribution de la protection sociale, c'est de l'ordre de 47 milliards d'euros par an. Donc on l'a vu sur la protection sociale. Mais là, il y a des tas d'économies comme ça, il y en a à faire partout en France. Ça demande de changer un peu le modèle. Est-ce qu'il y avait une économie à faire sur la contribution solidarité vers le travail ? Finalement, le gouvernement semble avoir renoncé à ces 7 heures de travail gratuit. C'est une bonne chose ? En réalité, il va falloir travailler plus. Il faut travailler plus en France. On a des milliards d'heures de retard par rapport aux autres pays. Ça nous coûte à peu près, c'est ce qu'on a calculé à la Fondation IFRAP, 100 milliards de PIB, de richesse nationale en moins par an. Le fait qu'on travaille moins tout au long de la vie, moins pendant l'année, etc. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que quand on est à 1668 heures en moyenne, quand les autres pays d'Europe, ils sont autour de 1800 heures par an pour des temps pleins, oui, on a un problème de temps de travail en France par rapport à un temps plein. Alors, on a fait les 35 heures. Mais ça nous a rapporté quoi ? Ça nous a enrichi ? Non. Ça a amélioré la productivité ? Finalement, non. On est en baisse de productivité en ce moment de manière quand même assez incroyable par rapport aux autres pays. Est-ce qu'à un moment, on peut se poser les vraies questions ? Est-ce qu'on peut financer un modèle comme celui de la France en travaillant moins que les autres pays, en partant plus tôt à la retraite ? Non. C'est ça la réponse. Donc, si on ne dit pas à un moment la vérité aux Français, c'est peut-être pas cette histoire de 7 heures, mais la réalité, c'est que pour un temps plein annuel, il faut travailler plus d'heures. Et qu'il va falloir prendre sa retraite aussi à un moment plus tard, contrairement à ce que certains disent qu'il faut retourner à 62 ans, ce qui est complètement infinançable. On reviendra sur la question des retraites, parce que justement, je n'ai pas abordé la question du conclave, mais vous reviendrez pour en parler. Pas de hausse d'impôts sur les ménages, apparemment. Vous confirmez ? Moi, je suis un peu gênée quand on dit il n'y a pas de hausse d'impôts sur les ménages, alors qu'il y a une surtaxe pour ceux qui gagnent plus de 250 000 ou 500 000 euros par an. Alors ça, c'est pas on peut se réjouir pour ces ménages-là, mais ce n'est pas la majorité des ménages. Mais ça, ce ne sont pas des ménages, ce ne sont pas des Français. Alors, le problème que je vois sur cette taxe plancher à 20%, d'abord, c'est complètement contradictoire avec l'idée que le capital et le travail ne doivent pas être imposés de la même manière. C'est ce qu'on avait conclu. On avait conclu que pour qu'on ait des entrepreneurs en France, il fallait quand même pas imposer le capital et les revenus du capital de manière beaucoup plus importante que dans les autres pays. Parce que qu'est-ce que ça donne quand on fait ça ? C'est qu'ils vont mettre leur argent à l'étranger. On entreprend ailleurs. Je voudrais dire une chose très importante. Les personnes qui vont être touchées par cette taxe plancher, ce sont à plus de 80% des entrepreneurs. On veut les faire partir de France ? Qu'est-ce qu'on veut en fait ? Tout ça pour des raisons de justice fiscale. Vous croyez vraiment qu'on va avoir la recette de 2 milliards qui est prévue là ? Peut-être la première année, mais l'année suivante. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ces surtaxes et ces taxes sur les plus hauts revenus ne rapporteraient même pas autant. Mais qu'est-ce qu'on a vu sous François Hollande ? On a quand même fait un laboratoire sur ce sujet sous François Hollande. Il y a eu la taxe à 75%, qui avait ensuite disparu. Pigeons, Et puis, il y a eu cette idée de taxer le capital comme le travail. Vous vous en souvenez ? Est-ce que ça a rapporté dans les caisses publiques ? Non, ça n'a pas rapporté. Poser la question, c'était y répondre. Dans la fonction publique, les agents semblent épargnés par l'allongement du délai de carence des arrêts maladie de 1 à 3 jours, mais ils risquent d'être affectés par une baisse de leur indemnisation de 100 à 90% de leur arrêt maladie. Un commentaire ? C'est déjà pas mal d'être payé 90% de son salaire quand on n'est pas là.
quand on est absent. Non, c'est pas déjà bien. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans non, mais c'est ce qui se passe dans le privé. Et le problème qu'on a, et ça, il faut revenir au problème numéro 1, c'est qu'on a quasiment autant de dépenses de maladies et d'absentéisme dans le public que dans le privé, alors qu'il y a 20% des gens qui travaillent dans le secteur public. Donc quand on a 15 milliards d'un côté de coûts et 16 milliards de l'autre, et qu'on ne comprend pas pourquoi il y a un surcoût aussi énorme du public, à un moment, il faut peut-être se poser la question de réaliser justement peut-être une incitation à être moins absent. C'est une autre actualité, je voudrais avoir votre avis. Réponse très courte, Agnès Verdier-Molinier, sur ça, mais c'est l'actualité. Si l'Europe est attaquée, elle devra se faire respecter. C'est ce que vient de déclarer Emmanuel Macron à Bruxelles. Que doit répondre l'Europe en cas d'augmentation de droits de douane américains, selon vous ? Je crois déjà que l'Europe doit se poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'elle veut produire, quel est son modèle économique. Il y a eu plein de rapports ces derniers temps où on se dit on est complètement décalé finalement. Mais si Trump passe à 25%, comme il le fait pour le Canada, comme il le fait pour le Mexique, qu'est-ce qu'on doit répondre ? La réalité, c'est que ça va être peut-être une sorte de guerre entre l'Europe et les États-Unis avec à coup de droits de douane, mais je crois que le sujet sous-jacent, il est plus grave que ça. C'est parce que Trump, qu'est-ce qu'il veut faire avec cette histoire de droits de douane ? Au-delà de remonter sa balance commerciale, il veut faire passer un message et il veut dire venez vous installer chez moi. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs, c'est ce que Bernard Arnault a bien expliqué. Moi, on me fait des ponts d'or pour venir m'installer aux États-Unis. Donc, si, en plus de cette histoire de droits de douane, on a aussi la difficulté qu'on a aujourd'hui en France et en Europe avec cette année de 2035 où on va interdire la production de véhicules thermiques, on devra vendre 100% d'électrique, avec les amendes, parce qu'il y a beaucoup de questions automobiles sous-jacentes. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, notre cadre réglementaire est parfois une taxe, une taxe sur nos propres produits. Mais bien sûr. C'est un protectionnisme à l'envers. Le problème que nous avons, c'est qu'il faut que, pour répondre à Trump, il faut qu'on fasse tout pour produire en Europe, pour produire plus en Europe, pour attirer les investisseurs. Peut-être mettre des taxes sur les produits américains quand même, non ? Non, mais possiblement. Mais en fait, le fond du problème, il est beaucoup plus grave que ça. C'est qu'est-ce qu'on veut produire en Europe ? Qu'est-ce qu'on est capable de changer sur la folie normative européenne ? Est-ce qu'on est capable de faire des retours en arrière là-dessus ? Nous, à la Fondation IFRAP, ça fait très longtemps qu'on le demande. Ouais. Et est-ce qu'on est capable aussi de comprendre qu'il faut taxer moins nos entreprises, et notamment ça c'est valable pour la France, où on est surtaxé aussi, et où ça peut être un énorme sujet. Vous reviendrez nous en parler, parce que ça serait intéressant d'échanger avec vous, justement, de savoir comment est-ce que détaxer nos produits suffirait, est-ce qu'il ne faudrait pas répliquer. Mais j'ai pas dit qu'il ne faut pas répliquer. J'ai bien entendu que vous ne l'avez pas dit, et c'est une autre émission, vous viendrez nous voir pour nous le dire. Justement, la folie normative, ça fait partie des choses que vous dénoncez dans vos ouvrages, et bien évidemment, on les recommande avec beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur et que vous expliquez très bien et de manière très convaincante, même si on n'est pas forcément toujours d'accord. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Molinier.